ou 2%. C'est ce qui rassemble à la fois Bercy et les Gilets jaunes. D'accord ? Alors, par énergie finale, vous avez une réduction de l'énergie finale dans les transports, mais ça c'est dû à une conversion de l'électricité qui permet de remplacer les combustibles. C'est pas tout à fait exact. Vous avez les renouvelables thermiques, ça correspond à la chaleur de l'environnement, et la biomasse qui sont utilisées. Et vous avez une augmentation de l'électricité nucléaire qui est plus importante en énergie primaire que ce que donnerait ce schéma. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que économiser l'énergie, ça coûte très cher. Donc, ce que prévoit comme investissement initial Négatep, c'est une rénovation du parc ancien autour de 10 000 € pour les logements qui ont été construits avant 1975, environ 5 000 € entre 1975 et 2012. Bon, vous avez une enveloppe de 200 milliards d'euros. Ben, voilà, 200 milliards d'euros, 10 000 € par logement ancien. Vous allez voir les études de l'ADEME, ça s'appelle Trémi, c'est sur les maisons. Ben, ils vous disent que si vous enlevez la chaudière, les Français, en moyenne, ils mettent 6 000 € dans un acte de rénovation. Et nous, on est à 10 000 pour le logement, 12 000. 12 000, voilà. Donc il faut faire un facteur 2. Il faut faire un facteur 2. Ben, négawatt, c'est marqué noir sur blanc sur cette dernière version. 500 € du mètre carré, vous êtes à 45 000 € pour un logement moyen. Ben, vous devez passer de 6 à 12 et puis de 6 à 45. Ben, c'est fini. Hein. C'est fini. Parce que jamais vous aurez quelqu'un qui vous demandera d'investir un ordre de grandeur de plus que ce que vous faites habituellement. Vous n'achetez pas une voiture 10 fois plus chère qu'habituellement. Hein, donc, les objectifs à 40 kWh par mètre carré sur toute la France, avec de l'isolation extérieure, c'est rigoureusement impossible. Alors, cette idée, elle a été lancée par Négawatt, ça a été pris démagogiquement dans la campagne de 2012. Allez, on y va, on isole 500 000 logements par an. Ben, je ne sais pas, vous avez une idée qui ne demande aucun développement technique, aucune recherche et développement. Vous ne l'appliquez pas pendant 10 ans. Vous devrez bien remarquer que ça ne marche pas. Ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours les écologistes, quand ils vont dire on ferme le nucléaire, ils disent on va faire de l'isolation. Ben non, l'isolation totale est impossible. EDF Bâtiment sans fossiles, il vous donne la moitié. Il dit on fait la moitié des gestes possibles. Donc là, on n'y est pas encore, mais... Bon, alors à partir de là, dans Négatep, une fois qu'on a envisagé une rénovation raisonnable au niveau de l'investissement énergétique, on va utiliser dans le neuf, vous avez des normes assez sévères de chauffage, on va utiliser des chauffages électriques. Soit accumulation, soit pompe à chaleur, parce que les logements neufs sont tellement bien isolés que ce n'est pas la peine de faire des économies d'énergie dessus, vu qu'on peut utiliser l'énergie la plus pratique, la plus propre pour chauffer ces logements. Et ces logements, on les augmente parce qu'on a une politique de rénovation du logement, parce que maintenant on a des nouveaux bétons sans CO2. Donc il y a 2 types de béton sans CO2 et on peut partir dans la rénovation urbaine. La biomasse, elle est très mal utilisée par les foyers ouverts. Donc là, on double son usage sans augmenter sa consommation. Et pour les maisons qui sont actuellement au gaz et au fioul, on peut passer à la pompe à chaleur. Alors sur les transports, c'est là où vous aurez la privation. Vous aurez plutôt la sobriété heureuse au lieu de la privation de Négawatt. C'est-à-dire que nous, on garantit au moins la mobilité par habitant.
alors que normalement, vous avez la mobilité qui devrait augmenter par le PIB. Donc ça, il suffit de ne pas autoriser plus de départs de vol des aéroports, les prix montent, et si vous voulez assurer l'égalité, vous distribuez des chèques voyage aux foyers les plus modestes. On électrifie les transports, soit avec des véhicules électriques, soit avec des hybrides rechargeables. Et alors que Négawatt passe par le gaz, nous on passe par des carburants liquides de seconde génération. Et on passe par COH2. COH2, il faut transformer CO en... Il faut qu'on se prenne un peu de CO pour avoir plus d'hydrogène, pour avoir le bon rapport carbone-hydrogène. Et on vous refait des carburants qui permettent de faire rouler des véhicules hybrides. Bon, il vous reste 5 millions de tonnes d'hydrocarbures, parce que comme vous n'avez pas la pétroléochimie qui va disparaître du jour au lendemain, les matières plastiques sont tellement indispensables que vous risquez d'avoir des rebuts de la pétroléochimie et il n'y aura peut-être plus de pétrole d'essence, mais il y aura encore des pétroles lourds pour pouvoir qu'on exploitera pour la matière première. Donc là, on continue à vivre un peu comme on vivait, sauf que le transport aérien, il reste constant. Alors pour ça, il vous faut à peine 100 gigawatts de nucléaire, c'est-à-dire le même nombre de réacteurs avec des cœurs plus grands. Ça vous coûte 500 giga-euros. Alors vous prenez le parc électrique négawatt, c'est 200 gigawatts. D'accord ? Comme l'éolien terrestre est un peu au-dessus de 1 euro par watt et l'éolien en mer, peut-être il a baissé en dessous de 3, vous prenez en moyenne 2 euros par watt et vous rajoutez 100 gigawatts d'électrolyseurs. Là, les 500 giga-euros, vous les avez pour 20 ans. Nous, on les a pour 60 ans. Ensuite, on garde un petit peu ce qu'il y a autour. À vrai dire, l'avant-dernier, je ne sais pas s'il sert vraiment à quelque chose. Quand vous avez vu des courbes de production éolienne, Alors, ça nous On donne va vous ça. demander de conclure, s'il vous plaît. Ça nous donne ça en puissance et en production. Il faut bien voir que ce qui est à droite, ce qui est vert et rouge, ça varie constamment entre 0 et 60% de sa puissance. Et le reste permet de stabiliser. Alors, juste un petit mot, comment on peut aller au-delà de Négatep sur l'électrification totale? Vous avez ce projet qui s'accompagnerait bien de la conduite autonome, qui se déroule sur une route suédoise près de l'aéroport d'Arlanda. Donc ici, vous avez la possibilité d'électrifier tous les transports terrestres. Sinon, vous avez la possibilité de transporter une batterie, CEP Tender, et on peut aller plus loin que Négatep. Alors je voudrais quand même... Merci. On va dépasser le temps, sinon au niveau équité, on ne sera pas bon. Ouais. On reviendra sur vos points après dans les questions. Merci pour vos explications. Mais si c'est votre dernier, on peut vous laisser encore 1 minute et puis... Bon, je vais essayer de... On vous laisse conclure, vous avez 1 minute. Bon. Alors pourquoi on défend ardemment le nucléaire quand on est physicien? C'est parce que le nucléaire, c'est ce qui, avec très peu de matière, sans perturber la biosphère, permet de faire de l'électricité. Et pour conclure, peut-être que je vous reverrai sur la prochaine Nuclear Pride de Place Bellecour, parce que partout dans le monde, ils s'aperçoivent qu'il n'y a que le nucléaire qui peut sauver le climat. Merci. Alors maintenant que vous nous avez exposé vos différents scénarios, merci pour ça, nous aimerions revenir sur vos points de désaccord. Donc on en a retenu 4 qu'on se propose d'examiner avant de laisser la parole au public pour une séance de questions. Donc tout d'abord, il y a le modèle de société sous-jacent. Ensuite, il y a la priorité donnée aux énergies renouvelables ou non, et notamment la question technique de l'équilibre du réseau électrique entre la production et la consommation. Troisièmement, quelle est la place du nucléaire dans le mix de la transition?
Et enfin, quel est le coût économique de la transition énergétique? Donc commençons par le premier point, celui du modèle de société sous-jacent. Dans le scénario négawatt, l'idée est de diviser par 2 d'ici 2050 la consommation d'énergie primaire, comme le préconise d'ailleurs la loi de 2015. Cette réduction se ferait par 2 biais, comme nous l'a expliqué M. Marignac, sobriété et efficacité. C'est à ce prix qu'une couverture de nos besoins énergétiques par un mix énergétique 100% renouvelable devient possible. Mais pour diviser par 2 la consommation d'énergie, il va surtout falloir un changement de société très important. Moins de déplacements, plus doux, plus collectifs, moins de consommation de viande, des surfaces plus densément habitées, etc. En gros, moins d'individualisme et plus de solutions collectives. Certes, la consommation d'énergie s'est stabilisée, mais est-ce une hypothèse réaliste, compte tenu de l'arrivée annoncée de nouveaux usages de l'énergie? Monsieur Hansen, la sobriété ne se traduit-elle pas seulement par des privations? Pouvez-vous de plus expliquer, s'il vous plaît, la projection de la consommation d'énergie primaire faite dans les négatifs? Dans négatif, on arrive à faire de la croissance avec une énergie primaire qui est constante. Voilà. Les autres font sûrement pas de la croissance économique. Merci. Monsieur Marignac, pour vous, quels sont les principaux chantiers que le scénario négawatt identifie pour changer nos modes de vie? D'abord, je voudrais préciser, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, parce que je crois que c'est votre 4e point, l'évaluation économique, mais qu'on a eu l'opportunité de faire des runs, comme on dit, du scénario négawatt, de la trajectoire négawatt, par des modèles macroéconomiques développés par l'ADEME, par l'OFCE, par le CIRED, qui est un laboratoire du CNRS, et que ces tests ont montré que, même si nous ne sommes pas toujours complètement convaincus méthodologiquement, mais en tout cas on produit des résultats très positifs, y compris en matière de croissance de l'économie française. Donc il ne faut pas aller si vite que vous le faites, monsieur Hansen. Mais sur la description, enfin je pense que le point important, parce que on sent bien que, même si la société française a évolué sur ce point, ce qui crispe, c'est la notion de sobriété, comprise comme une notion de restriction, de décroissance, de privation. Là-dessus, peut-être plusieurs points. D'abord, je voudrais rappeler, puisque vous l'avez dit, la loi nous dit qu'il faut diviser par 2 la consommation d'énergie à l'horizon 2050 pour atteindre notre objectif de neutralité carbone. Il n'y a pas que la loi qui le dit. Il y a le scénario négawatt, je l'ai déjà dit, il y a l'ADEME. Alors l'ADEME, certains disent c'est un nid d'écologistes, donc c'est pas crédible. La stratégie nationale bas carbone du gouvernement dit aujourd'hui la même chose. Et peut-être plus intéressant, le scénario qui s'appelle ZEN, zéro émission nette, publié l'an dernier par EPE, donc le club des entreprises du CAC 40, scénario de neutralité carbone, dit aussi qu'il faut atteindre ce niveau de réduction de la consommation et faire de la sobriété pour atteindre nos objectifs climatiques. Donc moi, peut-être, après avoir dit quelques mots de plus sur ce qu'il y a dans le scénario négawatt sur ce point, je retournerai la question à Philippe Hansen, parce que le scénario qu'il nous a présenté nous ont donné le résultat en termes d'émissions de gaz à effet de serre. À ma connaissance, pour ce que j'ai vu jusqu'ici de publication par Second Climat du scénario négatif, c'est un scénario qui fait facteur 4 sur le CO2. Facteur 4 sur le CO2, c'est extrêmement loin de facteur 4 tout GES, et c'est encore plus loin de la neutralité carbone. Donc, moi, j'entends la philosophie sous-jacente au scénario négatif, qui est différente de celle du scénario négawatt, mais il faut qu'on m'explique où on va chercher dans le scénario négatif les ressorts supplémentaires pour atteindre la neutralité carbone, puisque c'est ça l'objectif que s'est donné la France aujourd'hui, et c'est ça l'objectif que devrait soutenir une association qui s'appelle Sauvons le Climat. Oui. Sur la maîtrise de la consommation et cette division par 2, vous avez parlé des gilets jaunes. Précisément, la crise des gilets jaunes, je la trouve très intéressante de ce point de vue, parce que
Qu'est-ce qu'elle nous a montré? Et le discours d'ailleurs du président de la République Emmanuel Macron, quand il y a répondu en novembre 2018, le même jour où il a présenté la stratégie nationale bas carbone, a commencé par ces mots, à peu près, hein, il a dit « Nous sommes victimes de 40 ans de politique d'aménagement de notre territoire ». Pourquoi? Parce qu'effectivement, pendant des décennies, on a fait comme si les distances ne signifiaient rien. Et on a fait comme si obliger les gens à prendre de plus en plus leur voiture, avec aucune alternative, et pour aller de plus en plus loin, n'avait aucun impact. Le jour où vous avez produit ce système et où vous dites « Ah ben, en plus, on va venir vous taxer un peu plus sur le carburant », oui, ça crée une crise sociale. Il ne faudrait pas croire que cette crise sociale a pour cause le fait que les gens veulent moins consommer. Pour nous, la cause, c'est le fait que les gens sont devenus dépendants de trop fortes consommations d'énergie. Et c'est une très bonne illustration de l'intérêt de politique de sobriété dans la durée. Dans le scénario négawatt, on n'est pas dans la restriction, je l'ai déjà dit, on est sur la stabilisation de la surface par habitant à l'horizon 2050, par un renforcement du collectif et par des politiques d'encouragement de colocation d'étudiants ou de jeunes travailleurs chez une personne seule dans un pavillon familial, ce genre de choses. On est sur une réduction de moins de 15% des kilomètres parcourus, essentiellement sur l'avion, parce que sur l'avion, il n'y a pas d'alternative aujourd'hui technologique déployable à court moyen terme au kérosène, et donc dans une trajectoire de neutralité carbone, et pas seulement de facteur 4 CO2, il n'y a pas d'autre moyen que de réduire les vols. Mais pour le reste des déplacements, c'est en fait un accès à des services qui est constant ou qui se développe, même si l'aménagement du territoire permet de réduire les distances. On n'a pas encore évoqué la viande, mais en lien avec les émissions de méthane de l'élevage, il y a une nécessité là aussi pour la neutralité carbone de réduire la consommation de viande, et on est sur une division par 2 à l'horizon 2050 de cette consommation. Et on est par exemple sur une stabilisation sur une division par 2 des consommations d'électricité à travers la généralisation en 2050 de ce qu'on observe aujourd'hui comme meilleure efficacité d'équipement et comme meilleur comportement dans la population française. Juste quelques exemples pour illustrer que pour nous ça n'a rien de radical et qu'en tout cas ça n'est pas plus brutal comme changement d'ici à 2050 que ce qu'on a pu connaître depuis les années 80, alors pas vous, mais des gens comme moi. La seule différence, c'est qu'il faut effectivement que la société se saisisse du sujet et décide collectivement d'aller dans cette direction. Voilà, je m'arrête là, j'ai été un peu long, mais je pense que ce sujet mérite effectivement plus d'explications. Bon, alors, on a encore des ressorts de diminution des gaz à effet de serre dans Négatep. À partir du biocarburant, on a une source pour récupérer le CO2 émis. Ça, à peu près, ce serait un tiers de ce qu'il faudra enfouir en émissions négatives. Bon. L'ADEME, en effet, l'ADEME, vous avez des gens comme Benjamin Dessus, Feu Benjamin Dessus et Bernard Laponche qui étaient des responsables de l'ADEME. Et en effet, l'ADEME est peuplée d'antinucléaires. Alors seulement, comme eux, ils sont payés par l'État et qui font appel à l'école des mines de Paris, ils ne se permettent pas de prévoir de telles diminutions de consommation. Hein, et pourtant, rien quand on évoque la différence de l'ADEME et de RTE, il y a des gens qui crient parce qu'ils disent qu'il faut électrifier les usages, et vous êtes encore 30% plus bas. Alors, qu'est-ce que dit l'ADEME? L'ADEME, la seule porte de sortie qu'elle s'est donnée, c'est de mettre 70 parcs éoliens terrestres par département. Voilà, je vous dis d'aller sur le terrain aussi, de regarder le réel. Vous prenez le Poitou-Charentes. Le Poitou-Charentes, ce que j'appelle l'ancienne Ségolémie. Hein, on ne veut pas dire que ce soit des gens qui ont des rapports étroits avec l'industrie nucléaire, comme Chalmont-Bourgogne ou Tricastin. C'est plutôt un nid d'antinucléaire. Eh bien, en Charente-Maritime, ils sont à 10, en Vienne, il doit être à 20, ils sont entre 10 ou 20 parcs éoliens par département.
Mince, là, ils vous disent stop, moratoire éolien, on arrête tout. Négawatt propose d'en mettre en moyenne 36 par département et l'ADEME 70. Ben, là, vous avez les antinucléaires qui sont punis par leur démesure, leur hubris. Hein. Alors moi, je me demande la différence entre Négawatt et ses amis de l'ADEME, parce que l'ADEME, eux, ils ont 39% d'électricité modulable dans leur scénario, vous en avez 12, et eux, ils n'arrivent pas à faire sans des importations de thermique de l'Allemagne, et vous arrivez à faire tout disparaître. Donc c'est juste la différence entre un scénario non publié et un scénario qui a été demandé par une autorité publique. Alors évidemment, la sobriété, nous aussi, on en fait seulement, je vous dis, on ne peut pas en faire à votre niveau. On ne peut pas imaginer des consommations sur une feuille Excel avec 4 chiffres significatifs. Chaque ligne devrait être justifiée par une expérience. Voilà. Alors, bon, puis en fin de compte, je ne sais pas, votre exemple c'est l'Allemagne. Alors l'Allemagne, vous êtes à moins 50% d'électricité spécifique. J'ai pas parlé de l'Allemagne. Hein. Ben, pourtant, si, éolien, biogaz, solaire, c'est l'Allemagne. Non, il faut trouver. On en voit du développement un peu partout dans le monde quand même. Alors, ouais, bon. Non, mais non, c'est juste pour avoir une base. C'est-à-dire que moi, si vous voulez, là pour l'éolien, je veux une base sur le terrain. Si vous voulez, je peux vous dire 36 par département, dans les Alpes-Maritimes, 0. Les gens se sont soulevés au premier pas. Alors, si on va en Allemagne, la consommation d'électricité spécifique est moins 20% inférieure à celle de la France. Alors, on cherche l'origine. Moi, je me suis demandé, est-ce que c'est les moteurs de piscine, des choses comme ça. On trouve une explication dans Sciences Po. En effet, ils utilisent des appareils plus économes que nous. Pourquoi? Parce que la stratégie de vente là-bas, c'est qu'on vend des appareils plus économes, moins chers, alors que chez nous, c'est la cible des bobos. Donc là, vous avez des appareils plus économes, mais vous réfléchissez maintenant à la situation allemande. Vous avez un prix du kilowattheure qui est bien plus élevé qu'en France, et vous avez une politique sociale difficile. Et là, vous arrivez à moins 20%. Malgré ça. Et maintenant, vous allez me dire que vous allez avoir la sobriété heureuse, alors que de l'autre côté du Rhin, en faisant varier les normes, le prix et la politique sociale, vous n'arrivez pas à descendre en dessous de 20%. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on ne peut pas définir une consommation comme ça. Il faut avoir des expériences. Et tout ce qu'on trouve comme réduction de consommation, ce n'est pas sur l'électricité spécifique, c'est sur l'électricité thermique. Voilà, on ne peut pas définir une courbe sur un bout de papier. En revanche, ce qui est vrai, c'est que l'énergie, ça augmente avec le PIB, normalement. Je suis obligée de vous couper si on veut laisser la parole à la salle à la fin du cadrage. Le deuxième point qu'on aimerait aborder, ce sont les contraintes techniques. Un des problèmes majeurs avec l'électricité, c'est qu'elle ne se stocke pas, du moins à grande échelle ou pour un coût raisonnable. Or, pour un réseau électrique, il faut pouvoir équilibrer la production injectée sur le réseau et la consommation soutirée par les utilisateurs heure par heure. Le problème, c'est que le kilowattheure renouvelable, les kilowattheures renouvelables ne sont pas pilotables et fonctionnent même parfois en opposition de phase. C'est-à-dire que, par exemple, le soleil, le solaire produit le plus quand la demande baisse. Et il pose donc des problèmes de stabilisation du réseau électrique. Vous n'êtes pas d'accord entre vous sur la manière de stabiliser le réseau en présence d'énergie renouvelable? Dans le scénario négawatt, où on a 100% d'énergie renouvelable en 2050, des solutions de stockage type Power to Gas sont développées. Monsieur Marignac, pourriez-vous revenir sur ces outils de flexibilité et leur faisabilité technique?
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, et c'est, je pense, un des grands points de débat aujourd'hui sur l'avenir du système électrique et à travers lui sur l'avenir du système énergétique, hein, puisqu'on a un parc nucléaire vieillissant et des investissements pour en prolonger la durée de vie, mais on voit bien qu'entre aujourd'hui et 2050, il va y avoir des choix déterminants à faire sur l'évolution vers un système qui réintègre de nouveaux moyens de production nucléaire ou du renouvelable. Dans le scénario Négawatt, clairement, le choix est d'aller vers du tout renouvelable. On viendra au nucléaire ensuite. Le scénario, Négawatt a été assez pionnier, je pense, à affirmer, en France en tout cas, la possibilité d'aller vers 100% d'électricité renouvelable. On l'a fait sur la base d'une modélisation au pas horaire, mais sans avoir la capacité de faire une évaluation probabiliste comme peut le faire RTE ou comme peut le faire aujourd'hui l'ADEME à travers des sous-traitances à des bureaux techniques. On l'a fait simplement en vérifiant au pas horaire que le système conservait à tout instant des marges suffisantes pour penser que dans des situations d'aléas climatiques notamment, l'équilibre offre-demande pouvait être maintenu, d'autant plus qu'on n'a pas, dans notre scénario, joué sur tous les leviers pour assurer cet équilibre offre-demande. Le point, alors, ça c'est le scénario Négawatt en 2017, il y a eu depuis beaucoup de travaux en France, notamment des scénarios de RTE, des scénarios de l'ADEME, il y a eu beaucoup de travaux bien plus à l'international qui tous confirment cette analyse. Un laboratoire de Stanford a fait circuler fin décembre une compilation de 47 articles publiés dans des revues scientifiques à comité de lecture qui tous développent des visions et des analyses de scénarios 100% électriques à différentes échelles dans des pays ou dans le monde. La clé pour aller vers ces scénarios, en fait, c'est d'abord de bien comprendre que les renouvelables sont variables, évidemment, vous l'avez dit, mais avec une variabilité assez largement prévisible, en tout cas à l'échelle de temps dont on a besoin sur un système électrique pour assurer l'offre-demande, c'est-à-dire prévisible au moins à 24 heures, voire 48 heures à l'avance pour le niveau d'ensoleillement et le niveau de vent. Ensuite, que ces renouvelables foisonnent dans le sens où la situation à un endroit donné s'améliore si vous le regardez sur un périmètre géographique plus large et si vous le regardez en tenant compte de toutes les énergies renouvelables que vous pouvez mobiliser, l'éolien, le photovoltaïque bien sûr, mais aussi la biomasse et l'hydraulique qui joue un rôle important en France, hein, qui historiquement est notre principale source d'électricité. Ce qu'a montré RTE notamment, c'est que jusqu'à 70%, ils ont fait un scénario qui va à 2035, on ferme les réacteurs à 40 ans, jusqu'à 70% d'électricité renouvelable dans le système électrique fonctionne en termes de sécurité, donc d'équilibre offre-demande, sans besoin de moyens de stockage supplémentaires, jusqu'à 70%. Donc on a autrement dit beaucoup de marge dans un pays comme la France avant d'arriver à des points critiques où des nouvelles solutions doivent être mises en œuvre. Et ces nouvelles solutions, elles existent déjà, elles sont en cours de déploiement ou de développement industriel. Et il y a deux pistes essentiellement. Une qui est tout ce qu'on appelle le power to gas, c'est-à-dire l'utilisation en fait, d'électricité renouvelable excédentaire, typiquement du photovoltaïque, pour générer de l'hydrogène par électrolyse et soit utiliser directement cet hydrogène pour des usages énergétiques ou pour refaire de l'électricité, soit le combiner avec du CO2 qui peut venir de la purification de biogaz par exemple, pour faire du méthane qu'on va à son tour utiliser directement ou stocker pour les usages électriques. Donc ça c'est une solution importante parce qu'elle vient en fait fournir un stockage à une beaucoup plus grande échelle en énergie et en échelle de temps, stockage qu'on appelle intersaisonnier par rapport aux autres solutions de stockage. Et puis il y a une autre piste qu'on n'a pas du tout ou très peu développée dans le